Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La télé en ce temps avait moins de divertissement, uniquement 6 chaînes. Et quand j'en ai eu assez de TF1, Arte, M6 et France Télé, c'est là qu'on s'est connus, toi et tes 18 chaînes et moi qui ne zappais plus. TNT, TNT, ça voulait dire, enfin bref, TNT, TNT, 12 nouvelles chaînes de qualité. Oui, en fait, non, c'était pas que de la qualité, parce que c'est quand même la TNT qui nous a amené Énergie 12, hein. Let's go! Yo les bullshitters, aujourd'hui on fait un petit voyage dans le temps trop kilou-bilou et on retourne à l'époque de la création de la TNT. Alors je sais que ça peut paraître dingue pour les plus jeunes, mais avant 2005, on avait accès à seulement 6 chaînes, voire 5 si jamais t'étais trop pauvre pour avoir Canal+. Mais bref, l'arrivée de la TNT a complètement chamboulé la manière dont on consommait la télé et surtout les dessins animés. Avant ça, pour capter tes cartoons préférés, t'avais pas trop le choix, tu devais soit les capter le matin avant d'aller à l'école, au goûter et quelquefois à midi sur la 5. Les vrais se rappellent de Cellulo avec Serge Brombert. Ouais. Et des vidéos sur ces programmes, il y en a déjà eu plein, que ce soit Récréa 2, le Club Dorothée, les Minicums, ça, les millennials en ont eu pour leur grade. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à vous, chers enfants qui sont nés plus tard dans les années 2000 et qui ont juste rien à battre du Club Dorothée, de Récréa 2 et toutes ces conneries, car on va parler de la chaîne qui a changé le game, la chaîne qui a fait revivre des tonnes de dessins animés complètement oubliés, la chaîne préférée des parents flemmards qui veulent juste avoir la paix, j'ai nommé... Enfin, plus besoin de se lever aux aurores pour capter autre chose que les infos ou une 120e rediffusion de Rex sur Détective. Quoique Rex c'est un générique épique, putain. Bref, la chaîne connaît un énorme succès, même si ces derniers temps l'audience chute un peu avec l'arrivée de Netflix. Gulli existe même dans d'autres endroits du monde, comme en Afrique, au Moyen-Orient et en Russie. D'ailleurs, ça s'appelle Gulli Girl en Russie, je ne sais pas pourquoi. Gulli Girl. Gulli Girl. Gulli Girl. Ah, si va. Qui note. Alors au début, Gulli avait un peu de mal à s'organiser avec tous ces cartoons et les diffuser de manière un petit peu chaotique. Faut dire qu'ils avaient des cartoons qui venaient de plein de chaînes et plein d'époques différentes, ce qui ne les aidait pas à trouver une identité qui leur était propre. Du coup, Gulli en 2006 pour sa deuxième saison décide de créer des sortes de blogs de dessins animés à thème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, non, et ça vous parle? C'est bon, c'est good, c'est Gulli Good. Rend les ados nostalgiques avant l'heure. Fait. Alors il y avait Gulli Good qui passait en gros les meilleurs succès de la chaîne, il y avait Code Aventure qui passait des trucs comme Pokémon, il y avait Grrr qui passait des trucs avec des animaux comme Oggy et les cafards, il y avait Télégrenadine qui passait des dessins animés des années 80 pour les faire découvrir aux enfants, et je me rappelle aussi que je regardais tous les midis Site Comédie qui passait du coup des sitcoms. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Ryan Gosling, je suis désolée mais pour moi il restera toujours le gros loser de Classe Croisière. Alors perso, ma série préférée c'était le loup-garou du campus. Bon, c'est pas hyper connu, mais franchement je vous la recommande. En gros, c'est l'histoire de Tommy Dawkins, un mec populaire du lycée, vraiment cliché, quarterback, tout ça, qui un jour se fait mordre par un loup-garou et donc devient loup-garou à son tour. Et comme il comprend absolument rien de ce qui lui arrive, il va demander de l'aide au geek gothique de service complètement rejeté Merton Dingle, qui est genre un gros passionné de cinéma d'horreur et qui va donc le guider dans sa nouvelle vie. D'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi Merton Dingle est considéré comme un loser alors qu'il conduit un putain de corbillard et qu'il vit dans un donjon. C'est peut-être parce que je trouve ce genre de personne cool que les gens pensent que je suis bizarre. Je comprends. Pas beau. Et si vous êtes toujours pas convaincu, voilà une capture d'écran prise complètement au hasard dans un épisode. Voilà, vous avez 30 secondes pour imaginer un épisode de 20 minutes autour de ça. Franchement, si vous êtes fan de cinéma, de films d'horreur ou juste de kitsch de manière générale, vous allez adorer. Les personnages sont vraiment attachants, les situations franchement drôles et ça se fout royalement de la gueule des clichés des films d'horreur et des sitcoms pour ados. Mais bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était pour parler de dessins animés, alors allez, on va revenir à nos lamas, d'accord? Comme Gulli est né de la collaboration de Lagardère Active qui est avec Canal J et de France Télévisions qui diffusait déjà pas mal de dessins animés, surtout sur la 3, à ses débuts, Gulli n'a pas eu besoin de racheter des nouveaux contenus ou même de créer des dessins animés. Et c'est pour ça qu'à ses débuts, Gulli diffusait uniquement des vieux dessins animés, surtout des dessins animés français d'ailleurs, qui avaient pas mal sombré dans l'oubli. Ce qui est une excellente chose car ça a permis à bon nombre de séries d'avoir une deuxième jeunesse. Perso, j'étais vraiment contente de retrouver des programmes que j'avais adorés quand j'étais petite, mais dont j'avais uniquement un vague souvenir comme La Famille Pirate par exemple, que j'aurais sûrement oublié sans Gulli. Oui, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si jamais tu te rappelles plus du titre des Zinzins de l'espace, tout ce que t'as à faire c'est taper 3 mots-clés sur Google et paf, t'as la réponse. Mais à l'époque, ton seul moyen pour essayer de retrouver le titre d'un dessin animé que tu avais oublié, c'était d'en parler à tes potes et d'espérer qu'ils te prennent pas pour une tarée.
barré. Mais si, tu sais, il y avait un dessin animé comme ça, je sais plus, il y avait des aliens, ils étaient dans genre une maison, et à un moment il y en a un qui fait ah, et puis il y avait une machine qui faisait des spirales là, mais si. Non. Le plus bel exemple de ces dessins animés que Gulli a été complètement déterré, c'est Oggy et les cafards. Alors aujourd'hui c'est genre l'emblème du cartoon à la française, pourtant c'était pas hyper bien barré au début, hein. Oggy peinait vraiment à se faire remarquer et était carrément recalé en fin de programmation des dessins animés du matin sur France 3. Il y avait que 2 petites saisons qui avaient pris 4 ans à être développées entre 99 et 2003, et en 2005, Gulli, on ne sait pas trop pourquoi, décide de tout parier sur cette pauvre petite série et diffuse en boucle les épisodes tous les jours. Et à force de bouffer du cafard matin, midi et soir, bah tu finis par plus pouvoir t'en passer, parfois un peu malgré toi. Le phénomène Oggy et les cafards était complètement dingue dans la deuxième moitié des années 2000, d'autant plus dingue que personne n'avait vraiment anticipé ce succès, même pas Gulli qui ne parvient pas immédiatement à avoir les droits de diffusion de la 3ème saison qui sort en 2008. 4 autres saisons verront le jour, même encore récemment, puisque la 7ème saison est sortie l'année dernière. Il y a même eu une tentative de film en 2013 qui était pas franchement terrible. Après faut dire que c'est quand même assez compliqué de faire un long métrage basé sur un cartoon de 10 minutes complètement muet. Ou alors faire comme Tom et Jerry et genre faire des remakes de films connus. Ou pas. D'ailleurs, allez, petite anecdote gratuite, pas piquer des hannetons, les prénoms Oggy, Didi, Marky et Joey font référence à des chanteurs de rock connus, Iggy Pop pour Oggy et les chanteurs des Ramones pour les cafards. Le succès d'Oggy et les cafards a permis au studio Xylam de créer de nouveaux cartoons comme Zig et Charcot qui assurent très correctement la relève. Mais évidemment, Oggy et les cafards n'est pas la seule série à être complètement réapparue grâce à Gulli, et personnellement, celle dont je me souviens le plus m'être dit oh mais ouais putain ça existe, c'est Zoocup. Zoocup? Ça dit rien à personne? En fait c'est un peu comme Zootopie mais avec du foot. Oui bon dit comme ça vend pas du rêve, mais je vous jure que c'était vachement drôle. Vachement des animaux. Il y avait des idées vraiment intéressantes avec ce que chaque espèce d'animal pourrait apporter dans un match de foot. Le présentateur était toujours à fond et comme toute série française qui se respecte, il y avait une masse de jeux de mots. La plupart des épisodes sont sur YouTube et ça dure genre à peine 5 minutes, donc je vous encourage vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Allez, il y avait quoi d'autre? Je sais pas trop quoi dire sur Allo la Terre et Sylvie Martin. C'était vraiment ce dessin animé que je regardais uniquement parce que c'était entre 2 trucs que je voulais pas louper. Mais bizarrement, je me rappelle de ça et pas des 2 trucs que je voulais pas louper. La série s'inscrit un peu dans cette mode qu'il y avait dans les années 90-2000 et qui a commencé avec les Simpsons, qui consiste à mettre en scène une famille atypique à qui il arrive des trucs chelous dans un univers complètement cynique. Dans le même style, il y avait aussi la famille pirate, la famille Adams et je me rappelle aussi des Baskerville. C'est injuste, c'est tant mieux, c'est tant pis pour eux. Donc dans Allo la Terre et Sylvie Martin, la famille Martin, famille très banale, cliché, ordinaire, tout ça, se retrouve à vivre dans la toute première station orbitale habitable créée par l'entreprise Crash Industries. A savoir que Crash Industries les envoie là-bas uniquement parce que leur station se fait régulièrement attaquer par des aliens, mais comme ça coûterait trop cher de la fermer, ils ont besoin de pigeons pour y habiter. Et le pigeon, bah c'est ce mec-là. Vous l'aurez compris, la série se moque complètement des entreprises avides de pouvoir, prêtes à tout pour l'argent, des familles un petit peu plan-plan et de manière générale de la science-fiction. D'ailleurs, le générique est une pub complètement bullshit pour Crash Industries. Oui, Crash a prévu le meilleur. Oui, mais pas sur terre. Non, non. Venez en famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. Les personnages sont aussi très incisifs les uns avec les autres. Je sais pas combien de fois par épisode ils rappellent à ce pauvre gamin qu'il est gros. Pourquoi ça me fait rien à moi? Eh bien, disons que toi, tu es, comment dire, tu es plus... c'est une question de masse. Tu sais, Newton et sa pomme, si tu vois ce que je veux dire. Elle veut dire que t'es trop gros pour flotter. Girl, the shade of it all. Il y avait aussi pas mal de bonnes idées dans la série. Par exemple, plus tard, les Martins sont rejoints par Madame Schumann et son fils, qui est un personnage assez intéressant parce que le mec c'est la nerditude personnifiée et pourtant c'est une grosse brute qui martyrise le fils Martin qui doit faire genre 10 fois son poids. Parce que la vraie menace ne vient pas des aliens mais des nerds qui se croient cool. Mais bon, dans la catégorie des dessins animés oubliés et complètement loufoques, il y avait Mott. Mott, ça vaut le coup d'en parler juste pour le générique. Carate au placard, y'a de louche là-dedans. Carate au placard, y'a de louche là-dedans. Le père a trop goût, il attend, qu'est-ce que c'est un animal? Ça sort du placard ou un monstre? Même les parents sont pas au courant. Alors Mott, c'est aussi un dessin animé français, décidément on est fort dans un truc chelou en France, qui raconte l'histoire du jeune Léo qui se retrouve du jour au lendemain avec un monstre voyageur transdimensionnel comme animal domestique. Des choses qui arrivent.
Mott a le pouvoir spécial de pouvoir voyager dans le temps et l'espace en passant par les portes de placard. C'est un peu comme avoir un TARDIS dans sa chambre en fait. Léo doit évidemment cacher l'existence de Mott à sa famille qui pense que son comportement bizarre est dû simplement à la crise d'adolescence. Mais il se fait cramer par sa voisine qui passe son temps à l'espionner et qui veut le dénoncer aux autorités pour détention de monstres transdimensionnels. Je sais pas, c'est illégal maintenant d'avoir un monstre transdimensionnel chez soi. Non, parce que... Des fois j'ai des doutes sur mon chat, hein. Évidemment, la situation donne lieu à tout un tas de malentendus hyper drôles entre Léo qui bullshit des excuses pour justifier ses voyages temporels, la voisine qui essaye à tout prix de le démasquer et les parents qui captent rien. En fait, maintenant que j'y pense, c'est exactement pareil que Phineas et Ferb. Et c'est comme ça que tu seras démasqué. Stop, Phineas et Ferb n'a jamais été sur Gulli, ne faisons pas de leur sujet, on en parlera une autre fois. Si j'y pense, peut-être. Avec le temps, Gulli a fini par se détacher des séries qu'il avait déterrées des années 90 pour acheter du contenu plus récent comme Adventure Times ou Gumball par exemple. Ça te permet à toi qui n'as pas les chaînes câblées de ne pas être complètement largué le jour où tu vas à Vapiano et que tous tes amis chantent Pizza, pizza, pizza. 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 Après, perso, je sais, je vais faire ma chieuse, mais je trouve ça un petit peu dommage que actuellement Gulli soit complètement rangé du côté des séries à la mode entre guillemets. Parce que bon, c'est toujours cool de voir le Super Nana, Pokémon, Mes parents sont magiques, les Totally Spice, tout ça, ce sont de bonnes séries, je dis pas le contraire. Mais si Gulli n'ait pas pris des risques à ses débuts, les séries produites par Xylan par exemple ne seraient jamais sorties de l'ombre. On serait passé complètement à côté d'Oggy et Cafard, on n'aurait jamais eu Zig et Charcot, on n'aurait jamais réalisé à quel point les anneaux de l'espace c'est progressiste, et surtout, on n'aurait pas eu un retour en force de C'est pas sorcier. Allez Marcel, fais chauffer le moteur.